pêcher à la dynamite, ça marche plus. La plus belle vente qu'on ait faite, en tout cas le plus beau projet qu'on ait sourcé, c'est Unilever. Alors quand j'arrive chez Pigment, la mission qui m'est confiée, c'est de créer du pipeline. Il y avait belle mission. Belle mission. C'est-à-dire qu'on est dans un monde B2B Enterprise. Les chances que le pipeline se crée exclusivement via des demandes entrantes, il n'y a pas de chance. Et en 2025 ? Et en 2025, encore moins de chance. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Vous pouvez aussi nous suggérer des invités là-bas ou sur LinkedIn. Mais passons au plus important. Aujourd'hui, pour ce 16e épisode de notre 7e saison, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Valentin, Global Head of Growth chez Pigment. Pigment, c'est la scale-up française créée en 2019 qui révolutionne la planification. Et ça marche, 400 millions d'euros de levée, une clientèle prestigieuse, Siemens, Eiffage, Unilever, Figma, Webhelp et une expansion fulgurante avec une moitié du chiffre d'affaires désormais réalisé aux États-Unis. Et Alexis, c'est l'une des personnes qui pilote et permet la croissance fabuleuse de Pigment avec ses équipes. Après des expériences marquantes chez Dropbox et Meta, il a rejoint l'aventure il y a 3 ans et demi pour bâtir une machine de vente internationale avec aujourd'hui 60 BDR et 10 ingénieurs growth sous sa direction. Dans cet épisode, on va donc plonger dans les stratégies qui permettent à Pigment de capter, qualifier, convertir les plus grandes entreprises du monde avec 3 grands sujets. Quels process et méthodologies permettent à Pigment d'adresser efficacement 30 000 à 40 000 entreprises cibles ? Comment construire une approche ultra ciblée pour maximiser la conversion ? Et enfin, comment Alexis et ses équipes utilisent les signaux faibles et les workflows automatisés pour anticiper les besoins des prospects et capter leur attention au bon moment. Évidemment, on va couvrir plein d'autres sujets, vous le savez, mais avant tout, je suis ravi de t'accueillir. Alexis, comment vas-tu et comment va Pigment ? Merci pour l'invitation. Écoute, je vais très bien. Pigment va très très bien. On sort tout juste d'une année fiscale parce qu'on clôture le fin janvier. Et c'est reparti pour 12 mois à fond et plein de beaux projets, plein de belles expansions. L'équipe a doublé en 2024 et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter pour les 12 prochains mois qui suivent. Ça ouvre beaucoup de choses parce qu'à la fois ça veut dire que tu as fait passer beaucoup d'entretiens en 2024. Beaucoup. Tu l'as dit, on a entre 50 et 60 BDR. On a des bureaux, en tout cas côté BDR, entre Paris, Londres, Toronto, et on vient d'ouvrir San Francisco. Un BDR reste en moyenne 18 à 36 mois en fonction de son niveau au moment de l'arrivée, de ses ambitions et de sa performance dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on voit peut-être 200-250 BDR par an en entretien. Ça nous permet de scroller un maximum de profils et savoir exactement ce dont on a besoin en fonction de l'évolution de la boîte, et c'est une partie super du job. Je vais augmenter tout de suite mon watch time en disant que je te demanderai quelles sont les meilleures questions que tu peux poser en entretien à la toute fin de cet épisode, donc restez connectés, ou si vous êtes très malin, vous pouvez passer jusqu'à la fin. Mais je vous déconseille de faire une chose pareille, puisqu'il y avait autre chose que je voulais couvrir avec toi grâce à cette première réponse, la saisonnalité de votre business. Pourquoi est-ce que vous terminez fin janvier ? C'est quelque chose d'assez classique, je pense, dans les boîtes tech. Peut-être Salesforce est l'un des grands modèles sur cette année calendaire décalée. Ça permet de pas stresser, je pense, les équipes à fin décembre où tout le monde est la tête dans les fêtes de fin d'année. Et ça permet également de récupérer les queues de budget, les débuts de budget de beaucoup d'entreprises qui, elles, clôturent en fin décembre. Exactement. Donc, tu as Salesforce qui clôture fin janvier, tu as des Microsoft qui clôturent, je pense, fin juin ou fin juillet, tu as Accenture qui clôture fin août. Ça permet de décaler le moment de rush des équipes. Après, le business, il n'a pas trop de saisonnalité parce qu'on s'équipe en planification un peu toute l'année. Je dois aussi te remercier parce que tu passes sur le podcast, mais tu vas aussi animer la conférence Up2 qui va avoir lieu à peu près au même moment de la sortie de ce podcast, si je ne me trompe, peut-être un peu avant. Donc merci beaucoup de nous donner tous tes bons conseils sur plein de formats différents. Avec plaisir. On va revenir un peu sur ta carrière. Tu as une carrière qui est inscrite dans la tech, 3 ans chez Dropbox, 4 ans chez Meta. Et si je prends donc juste tes 2 dernières expériences pro avant Pigment, est-ce que tu saurais synthétiser les enseignements clés en vente, évidemment, de ces 2 très belles boîtes? Ouais, j'ai eu la chance de travailler avant Pigment dans, pour moi, une des 2 plus belles entreprises tech qui existent.
principalement par les produits qu'elles ont créés. Dropbox a été le leader pendant des années, je pense que ça l'est toujours, sur le partage de fichiers, la collaboration sur les assets qu'on peut avoir numériques. Précurseur du cloud pour moi. Exactement, qui a refusé un rachat d'Apple et qui est rentré en bourse pendant que j'y étais. Plein d'ambition, une culture d'entreprise incroyable. Quand j'étais en école de commerce, on parlait de Google, on parlait des Facebook, mais je pense que Dropbox était encore quelque chose de plus incroyable. Puis après, j'ai rejoint Facebook. 3 milliards d'utilisateurs tous les jours sur la plateforme et j'ai rejoint ces deux entreprises à chaque fois dans le but de vendre le produit qui était connu du grand public à des fins d'entreprise. Oui. Donc on essayait d'adapter les solutions adoptées par tous naturellement, massivement et de les mettre dans les mains des grandes entreprises. Ça avait un enjeu particulier parce que évidemment qu'une fois que le contrat était ficelé, l'adoption était massive et les clients étaient ravis, mais c'est un problème culturel de faire rentrer du Facebook dans l'entreprise. Et pareil pour du Dropbox, alors que Microsoft a repeint du sol au plafond beaucoup d'entreprises avec des produits similaires. C'était un des vrais enjeux d'arriver à positionner ces outils-là, donc Dropbox et Facebook, sur du B2B, sur du B2B grand compte. Est-ce que tu as tiré des choses, notamment donc sur les grands comptes, que tu pourrais partager avec nous sur ce que tu as retenu de ces expériences? Oui, alors dans ces expériences-là, il faut être très honnête, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une brand excellente derrière moi. Donc quand tu t'appelles Facebook et que tu veux rencontrer le DRH d'une boîte du CAC 40, c'est très facile d'organiser cette rencontre et c'est souvent même ce DRH-là ou cette leader de la com qui vient à toi plutôt que toi d'aller chez eux. Et donc ça change grandement l'approche de prospection et tu vas voir qu'avec Pigment c'est un peu l'inverse. Mais je pense qu'avant tout dans ces grandes entreprises là on a aussi un support immense de toutes les fonctions qui sont parallèles et adjacentes aux commerciaux, le légal, le pricing, les facilities pour organiser ces événements-là. Et donc, on n'a qu'une mission, c'est d'exécuter sur le rôle pour lequel on était recruté. Et donc, taylorisé vraiment pile poil sur un scope très précis. Exactement. Et tout est facile pour toi quand tu rentres chez Facebook. Tout est magnifiquement bien organisé pour que tu puisses te focus sur les rendez-vous avec tes clients, les rendez-vous avec tes prospects et pouvoir évangéliser un marché et avancer sur tes deals. Et je pense que dans ces grandes entreprises-là, tu apprends une méthodologie de vente qui est fantastique. Ça peut être du médic, ça peut être il y en a plein des différentes, des challenger sales où tu te challenges en permanence pour te dire quelles sont les raisons pour lesquelles je vais perdre ce deal et pas le gagner, ce qui permet d'éviter tous les angles morts que tu en plus. Exactement. Et ensuite c'est de pouvoir travailler aussi avec des partenaires. Toi, je repense chez Meta, quand j'étais chez Facebook, on gagne jamais un deal tout seul. Tu as toujours des personnes qui vont venir t'aider à vendre ce deal avec toi parce que le client final va avoir besoin d'accompagnement au changement, au déploiement, et donc ça te permet de trianguler des prospects pour augmenter ton win rate avec des partenaires. Je pense à des entreprises comme Accenture, comme OnePoint en France, comme Kerus, qui sont des super cabinets d'accompagnement qui vont être capables de t'aider à gagner des deals. Et donc tu vas à la fois parler à des grands dirigeants du CAC 40, tu vas réussir à travailler avec leurs partenaires historiques qui les accompagnent sur multiples sujets, et toi à t'assurer à avoir une méthodologie de vente hyper carrée pour jamais louper un mois ou un quarter, parce que tu es dans une entreprise qui est cotée, donc des entreprises qui doivent reporter leurs chiffres tous les trimestres au marché. Des objectifs bien précis. Exactement, et donc il faut s'assurer que cette cascade d'objectifs qui vient à la base de tout en haut, exactement, soit correctement exécutée. Tu avais des OKR du coup? OKR sur la forme, mais beaucoup de reporting et d'exécution attendue à la semaine dans ces entreprises. Exactement, sur le quanti, parce qu'à la fin c'est sur ça que tu es mesuré quand tu es commercial. Après il y a toute la façon dont tu vas y arriver, surtout dans des projets qui sont naissants. Chez Meta Workplace, je suis arrivé au début, on avait quelques centaines de milliers d'utilisateurs, ce qui est peu pour Meta, mais tu vois en 5 ou 6 ans, le produit il a dû atteindre les 150 ou 200 millions d'ARR, ce qui est une belle performance. Mais encore une fois, avec une chance, c'est d'avoir pour moi la meilleure équipe produit au monde, et on hérite évidemment d'un produit qui est quasiment fini, qui est Facebook. Il suffit de l'adapter pour le monde de l'entreprise et après trouver simplement les bonnes entreprises
qui peuvent être friands de ce type d'usage dans un monde professionnel. Et si je m'improvise transition, ce que j'adore faire sur cette émission, du coup, ce que tu auras retenu, c'est plutôt les process qui ont fait que tu pouvais te concentrer sur le plus important. Et c'est peut-être ça que tu essayes d'apporter finalement un peu chez Pigment aujourd'hui. Ouais, je pense que les process et management étaient excellents chez Meta et chez Dropbox. Pour te dire, chez Dropbox, j'étais dans une équipe SMB au début, donc on s'occupait des comptes entre 0 et 100 salariés. C'est comme ça qu'on segmentait notre marché. Et notre leader gérait 25 personnes en direct. Ce qui est dingue. Dans une entreprise tech, tu as plutôt un ratio de 6 à 10 personnes. Ouais. Mais les process étaient tellement bien huilés chez Dropbox, du Salesforce, de la prospection, du chat online et d'un point de vue reporting, de formation aussi des équipes, qui c'est hyper importante. C'était pas le manager qui formait les équipes, mais on était sur des systèmes de buddy et des super équipes enablement, que tu pouvais avoir un leader qui gérait 25 personnes, ce qui est rarement vu. Côté Meta, on était dans une structure un petit peu différente. On était peut-être un manager pour 8 salariés, mais avec des managers qui faisaient le job aussi avec nous sur le terrain. C'était pas des personnes qui étaient juste là pour relever pour relever les compteurs. Ils allaient avec nous je pense à Nicolas Farin qui dirige une partie d'Adobe en France. Ils étaient avec nous sur le terrain en train de pitcher sur scène à nos côtés quand il y avait besoin. Et ça m'a formé pour toujours sur des skills, des soft skills commerciales. Et je pense que c'est ça qui m'a transformé pour arriver chez Pigment. Néanmoins, il faut être honnête que ces entreprises-là, elles sont pas forcément équipées des meilleures technologies de prospection. Ou en tout cas des meilleurs outils pour rendre la vie d'un commercial ultra efficiente. La raison est simple, c'est qu'ils ont une telle brand derrière que si demain je perds un peu de temps à trouver la bonne personne, si demain mon email n'est pas exactement parfait ou j'ai pas exactement le bon signal, et on va en parler tout à l'heure j'imagine, pour attaquer tel ou tel compte, le fait que je m'appelle Facebook ou Dropbox va générer une réponse. Ça met trop en confiance. Exactement, c'est tout le monde a envie de rencontrer Facebook, tout le monde a envie d'aller venir dans les bureaux, récupérer des stickers pour ses enfants, et quand il y a un match avec les sujets d'actualité de l'entreprise, il y a souvent un deal qui se fait à la fin. Ouais, ça je pense que en fait tu l'as peut-être vu aussi un peu après quand tu es arrivé chez Pigment et tu t'es dit quelle chance d'avoir cette brand equity là avant. C'est sûr, et quand je suis arrivé chez Pigment, j'ai dit on doit faire les choses différemment parce qu'on n'arrivera pas à gagner contre des entreprises qui sont extraordinaires, tu vois, des Oracle, des IBM, des SAP, elles ont pignon sur rue comme on dit. Ouais, pignon sur rue, un contrat existant avec tous nos prospects. Ouais. Et elles ont quand même fait des choses fantastiques pendant 30 ou 40 ans. Bien sûr. Donc il va falloir approcher le sujet de manière un peu différente pour se faire une place doucement sur ce marché-là. Et au départ, une place sur ce marché-là, pour nous, c'était de rencontrer ces prospects-là. Rencontrer ces prospects qui sont déjà équipés d'un point de vue ERP, d'un point de vue EPM, d'un point de vue CRM avec ces grands de ce monde-là, mais on le sait bien, hein, ces outils sont peu adoptés par les métiers. Il y a beaucoup de legacy. Le coût du changement chez eux est immense quand l'operating system, en tout cas la façon de faire du business évolue. Répliquer ces méthodes dans les outils, ça prend beaucoup de temps. S'adapter pour son client est plus compliqué pour des monstres. Exactement. Et du coup, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à expliquer la différence entre un Oracle et un Pigment, entre un SAP et un Pigment. Alors on est partenaire de temps en temps parce qu'on vient s'intégrer à l'ERP, mais ils ont d'autres briques qui sont en compétition directe avec nous, et c'est d'expliquer un peu ce best of breed approach, prenons le meilleur des mondes. Et donc ça, on est obligé de le faire sans brand equity au départ. Ah oui. Évidemment, la brand equity de Pigment en France commence à être très forte. Je pense qu'on est une des dernières licornes encore qui a été annoncée par le président Macron. Et aux US aussi, c'est un autre enjeu parce qu'on a des compétiteurs plus modernes aux US. Et il faut tout de même gagner ce marché-là. Et il n'y a pas de doute que c'est que en gagnant les US que Pigment deviendra la boîte dont on rêve. Et donc on va en parler sur comment est-ce qu'on arrive à se différencier dans l'approche que les commerciaux chez nous peuvent avoir contre des commerciaux dans ces belles entreprises aussi. Tu commences déjà à teaser parfaitement ce qu'on va évoquer dans la suite de l'interview. Je te disais dans les questions principales, et en plus
nos auditeurs le savent, j'envoie les questions à l'avance pour te permettre de préparer tes meilleures réponses. Mais j'en ai une juste avant qu'on commence vraiment à ouvrir le capot complet de ta machine de vente et qu'on regarde quels sont les enseignements de cette différence que tu as essayé d'apporter à ton organisation. Et c'est la question suivante. Est-ce que tu as une plus belle vente à nous raconter ou une vente très importante ? Je pense que la plus belle vente qu'on ait faite, en tout cas le plus beau projet qu'on ait sourcé, c'est Unilever. Pigment, quand Éléonore et Romain ont commencé l'aventure en 2019, on s'attaquait avant tout au marché de ce qu'on appelle des startups scale-up avec le Next 40, le Next 120 en France. Ceux qui vous ressemblaient finalement. Exactement, parce qu'on avait plein de copains qui pouvaient nous aider à scoper les enjeux, à être des business partners pour tester l'outil, comme plein d'autres boîtes, Welcome, Snowflake, iSpot. Exactement. Et donc on a commencé sur ce marché-là, sur lequel on était assez à l'aise, mais on s'est tout de suite très vite rendu compte que le produit qu'avait créé Romain pouvait répondre à des enjeux de grands comptes et de grande complexité de planification. Et donc, c'était pas un objectif d'augmenter le panier moyen de base de toute façon ? Ça l'était, parce que il faut être très honnête que faire un deal à 100 est pas 10 fois plus dur que faire un deal à 10, okay, peu importe la currency qu'on regarde. Et donc aller sur ce qu'on appelle un up market et faire des grosses transactions, aller emmener Pigment vers ses objectifs plus rapidement. Okay, donc ça c'est simple. Être capable d'aller vendre au 440 demain matin, c'est pas la même chose. Mais pour revenir sur une des plus belles ventes qu'on a fait, un des plus beaux projets qu'on a sourcé, c'était de se dire quels sont les signaux qu'on va pouvoir capter côté grand compte, qui sont très différents des signaux scale-up. Tu vois, sur les scale-up, on dit quand une entreprise lève, c'est peut-être le moment de se poser les questions de la planification. Exactement. Quand quelqu'un bouge de boîte, pareil, ça peut être d'une start-up à l'autre qui est client. Tu vois quelqu'un de chez Spendesk qui va aller travailler demain, je suis nommé chez Welcome to the Jungle. Spendesk est client, c'est plus facile d'aller vendre à Welcome to the Jungle si le CFO ou la personne en charge connaît déjà du Pigment. Mais sur du Fortune 100, et Unilever en fait partie, c'est un autre enjeu, et je pense qu'on a fait quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque. C'était il y a déjà 2 ou 3 ans, donc Pigment n'était pas une entreprise si vieille, et on avait commencé à capter des signaux sur G2, qui est une entreprise qui est un peu le TripAdvisor du software, où n'importe qui peut dire attends, moi j'utilise Revolut, c'est génial dans un cadre professionnel comparé à une expérience traditionnelle bancaire, je te donne un avis, et donc ça permet de créer cette base d'avis vérifiés, qui elle derrière va te vendre les signaux en disant tiens, on pense que quelqu'un de chez Unilever ou de chez Pepsi est en train de regarder la product catégorie CRM, Business Analytics, super stylé. Et donc c'est top pour comprendre les quelques signaux faibles d'intention d'exploration d'une product catégorie. Et on commence à nouer un partenariat avec G2. On détecte un signal chez Unilever qui était en train de comparer l'un de nos compétiteurs avec Pigment, et on s'est dit peu de chance d'aller attaquer tout de suite une boîte étrangère sur énorme boîte, une des plus grosses boîtes du monde, à mon sens, tu vois, sous-côté un peu. En plus, on n'imagine pas tout ce qu'ils peuvent posséder. C'est sûr, c'est des milliers et des milliers de marques différentes, et ce qu'on a fait de marrant, c'est que de marrant, ça sera à vous d'en juger, mais on a trouvé la bonne personne en faisant un IP reverse, donc on regarde où est l'IP qui a été qui s'est connecté sur G2. Alors t'as pas, pour des raisons de privacy, RGPD, de RGPD, tu sais pas exactement, mais tu sais la ville en Angleterre. Bon, tu utilises ça, tu crois ça avec des filtres SalesNav, et tu arrives à trouver peut-être 5, 10, 20 personnes qui peuvent être sensibles. Et ce qu'on a demandé, c'est qu'on a demandé aux équipes produits de créer ce qu'on appelle une maquette de Pigment, un mock-up aux couleurs d'Unilever, pour leur dire coucou les financiers de chez Unilever, il me semble que vous êtes en train de regarder des outils de suivi de la performance d'entreprise. C'est exactement ce qu'on fait chez Pigment. Je me suis permis de vous créer une maquette. Ça pourrait ressembler à ça, le POC. Exactement ça. Et vous n'avez même pas contacté. Et ils ne nous avaient pas contacté. Sauf que là,
ils nous répondent. Alors c'est un de mes bidiards qui envoie qui coordonne d'ailleurs cette stratégie, qui envoie cette mock-up à la personne en charge de la finance dans cette ville en Angleterre, qui nous répond assez rapidement. On est surpris. Écoutez, ça nous intéresse. 9 mois plus tard, tu as un deal avec plusieurs centaines de milliers d'euros qui se créent. Et c'est, peu importe la valeur du deal, mais c'est de se dire on est capable de cranter des deals dans le Fortune 1000, le Fortune 100 avec des entreprises qui sont les plus complexes du monde. Plus que le panier moyen, c'est la référence. Ça vous ouvre des portes en plus. Et c'est là où on s'est dit, on ouvre une équipe Enterprise worldwide, donc on a une dizaine de personnes qui s'occupent de l'Enterprise en France, la même chose au UK, et on doit en avoir une trentaine aux US maintenant, qui ne gèrent que des entreprises de plus de 10 000 salariés. Ouais, c'est énorme. On va maintenant revenir au présent, comme on était déjà un peu en train de le faire. Alors, ça fait 3 ans et demi que tu es chez Pigment, on le disait tout à l'heure, et je crois que tu es arrivé en même temps qu'une belle équipe de chez Meta, en même temps que d'autres amis / collègues à toi, et je crois que tu es aussi arrivé en même temps que le premier vrai client chez Pigment. C'est vrai ou pas? J'ai entendu ça. Ouais, je suis arrivé en septembre 2021. Pigment venait de signer son premier client qui était une scale-up française, Mano Mano. Ah ouais. Très belle boîte. Super boîte. On s'en sert beaucoup quand on fait des travaux à la maison. Et effectivement, on est arrivé quelques-uns de chez Meta, de l'équipe Workplace. On a eu le patron des ventes qui était là, la patronne du Customer Success, la personne en charge du légal, quelques commerciaux, quelqu'un des RevOps. Écoute, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu chez Pigment, parce que tu te retrouves dans un environnement que tu connais, avec des personnes avec lesquelles tu as l'habitude et que tu apprécies grandement. Vous étiez coordonnés ou pas? On était, quand il y en a un qui part et qui dit coucou, s'il se passe quelque chose de chouette là-bas, vous devriez regarder. Évidemment qu'on a des groupes WhatsApp entre nous et je dirais pas que la première personne a fait venir tout le monde, mais c'est sûr que quand tu as une entreprise française sur du B2B Enterprise qui lève un tel montant avec un repeat founder, avec Eleonore qui vient du monde du VC, il y a peu d'opportunités comme ça qui se créent, où tu as aussi des collègues qui y vont travailler. C'était un bon groupe de personnes de Meta, et encore, je dirais, les 3/4 sont là aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était plutôt un bon choix. Est-ce que c'est pour ça que ça fonctionnait? Non, mais est-ce que c'est pour ça qu'on allait plus vite au début? J'en suis certain. Parce qu'on savait travailler entre nous, on se faisait confiance, et donc les quelques semaines d'appréhension, d'adaptation vont beaucoup plus vite quand tu travailles avec des personnes que tu respectes et que tu connais bien. Au début, tu t'appelles Global Head of Business Development. Ça signifie quoi en termes d'accomplissement finalement? J'ai vu, selon ton LinkedIn, que normalement, ça veut dire que tu as construit une énorme team de BDR à travers les 4 pôles autour du monde que tu citais en intro. Ouais. Alors quand j'arrive chez Pigment, la mission qui m'est confiée, c'est de créer du pipeline. Il y avait belle mission. Belle mission. C'est-à-dire qu'on est dans un monde B2B Enterprise. Les chances que le pipeline se crée exclusivement via des demandes entrantes, il n'y a pas de chance. Et en 2025? Et en 2025, encore moins de chance. Mais on va en parler. J'arrive, il y a 2 billards, des ambitions folles. Et quand honnêtement je signe le poste, je me dis Eleonore est trop sympa, elle va me laisser avoir une équipe de 6 personnes, elle me fait confiance, je dirigeais pas d'équipe chez Meta. C'est la folie, donc je recrute un par un. Chaque recrutement est un exploit pour moi. J'ai l'impression de changer la vie de quelqu'un en le faisant venir chez Pigment. On s'y habitue vite, on ouvre des bureaux à droite à gauche, et là tu vois on doit être 50 ou 60 billards chez Pigment, avec toujours la même mission, c'est de s'assurer de déposer les bonnes graines dans les bonnes entreprises, soit des graines qui vont germer rapidement, tu vois, au bout de 2, 3, 4 mois on arrive à avoir des projets et gagner des projets proactivement aussi vite par la qualité du produit et des équipes à qui on passe les projets, parce que c'est pas les BDR qui closent. Les BDR ils vont majoritairement sourcer un premier rendez-vous, qualifier de manière assez légère la réalité du client, quels sont ses enjeux, quel est le rôle de cette personne dans l'entreprise, comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui, et va très vite travailler avec un account exécutif, et on en parlera sûrement, mais gagner un deal chez Pigment c'est 15 personnes, ça se fait jamais tout seul. Bien sûr. Et donc c'est de coordonner ces personnes-là avec l'aide d'un account exec chez un prospect. Et donc ça c'est la mission principale du BDR, c'est d'arriver à enchaîner ces prises de rendez-vous pour maximiser ses chances de gagner des deals. Et tu vois, un account exécutif chez nous, en fonction du segment qu'il couvre, il va pouvoir gérer entre je dirais 10 et 30 deals en parallèle. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit.
Maintenant, ton titre officiel, c'est Head of Growth depuis novembre 2024. Tu vas peut-être revenir un peu sur les différences de ce que ça veut dire, qu'on parle un peu de ce en quoi consiste ton poste, tes objectifs, tes enseignements commerciaux. Mais je pense qu'il manque une pièce du puzzle un peu essentielle avant de rentrer dans les bonnes pratiques. Il faut qu'on parle un peu de pigment en soi. On a un peu exploré votre proposition de valeur, mais faisons-le à fond avec cette question toute simple. Qu'est-ce que vous faites ? On dit planification stratégique, financière. Ouais. C'est une bonne question. C'est toujours une discussion marrante qu'on a dans les ascenseurs chez Pigment. C'est pitch-moi Pigment entre 0 et le 6e étage. Et on est 450, un peu plus, je pense, chez Pigment. On doit avoir 450 histoires différentes. Mais ce qui est marrant... Ce qui horrifierait n'importe quelle personne du marketing comme moi, je vais pas te le cacher, mais je comprends. C'est qu'on a cette chance de pouvoir servir tout type d'industrie, tout type de segment, je dirais suffisamment complexe en termes d'enjeux de planification, mais pour être très simple, on permet aux dirigeants d'entreprise de prendre des décisions éclairées. Et prendre des décisions éclairées, ça se joue sur des enjeux financiers, des enjeux de vente, des enjeux RH et de supply. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une entreprise soit capable de mobiliser les bonnes ressources aux bons endroits en fonction des objectifs qu'elle a ? Je peux donner 2-3 exemples. Si demain tu as la chance de rencontrer la patronne d'Air France, son enjeu c'est de croître son chiffre d'affaires par 10%, mais de protéger son EBITDA. Quelles sont les stratégies qu'elle va mettre en place, l'ouverture de lignes, le changement des pricing des sièges, l'achat ou non d'avions, le fret aérien. T'imagines le nombre de business units à coordonner, le nombre de people pour être sûr que tout s'imbrique les uns dans les autres avec une stratégie top-down dont on parlait rapidement chez Facebook quand tu recevais les objectifs, avec une réalité bottom-up en disant mais attends, mais s'il faut que je fasse 10% et que j'ai pas les avions pour le faire, alors, au bout d'un moment je vais avoir un bottleneck. Et donc tu as besoin d'avoir un outil qui te permet de planifier cette croissance ou ces nouvelles initiatives et de mesurer tout au long de l'année comment est-ce que la réalité de ton business diffère par rapport au plan, positivement ou négativement. Et donc reforecaster et réadapter l'allocation de tes ressources en permanence. Et on peut le faire sur tout type d'industrie. Donc l'aéronautique c'était un exemple, on le fait évidemment dans beaucoup de boîtes tech. T'imagines que quand tu as 200 commerciaux et que tu dois ouvrir un nouveau marché et tu dois en recruter 50, donc si tu dois en recruter 50, il faut que déjà ça va avoir un impact sur ton PNL la première année, il faut que tu recrutes peut-être une vingtaine de personnes pour les recruter, il faut que tu aies des équipes marketing pour les soutenir, il faut que tu aies des équipes avant-vente technique également pour gagner ces deals-là. Maintenant, on vient de parler de commerciaux, mais il faut bien qu'ils aient du pipeline, on en parle aujourd'hui, et donc c'est des BDR qu'il va falloir aussi recruter. Et donc comme tout s'embrique dans une entreprise, on aide ces dirigeants à pas avoir de zone d'ombre et de pouvoir prédire un petit peu de quoi sera fait le lendemain et surtout mesurer cette performance par rapport à ce qu'on appelle un budget et de s'adapter le plus rapidement possible dans un contexte macroéconomique qui est le plus incertain que les 10 dernières années. Plus incertain que jamais d'ailleurs. Si on suit à part Covid, je suis d'accord. Ouais, si on suit un petit peu ce qui se passe en ce moment, tout à fait. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu viens de dire en exprimant la proposition de valeur, c'est que pour moi ça coule de source par rapport à ce qu'on disait avant, que le panier moyen il doit être élevé et que vous devez adresser des grands comptes parce que c'est pas forcément l'entreprise de 10 personnes, 30 personnes, voire même 50 personnes qui va avoir besoin de mieux connaître, de mieux prévoir toute la data qu'elle est capable de vous donner. Parce que, seconde question, vous êtes des pros de la data et du traitement de la data finalement aussi derrière. Oui, alors c'est vrai que ces petites entreprises, elles méritent de bien planifier, mais elles ont tout intérêt à le faire sur de l'Excel et du G-Sheet. C'est souvent un overkill, on dit, de mettre en place un pigment ou un compétiteur quand tu es une petite entreprise. Le volume de données est pas énorme dans les petites boîtes et le nombre de personnes impliquées dans cette construction et ce suivi budgétaire l'est pas aussi. Nous, on voit un fit à partir, je dirais, au minimum 500 personnes dans l'entreprise, qui correspond à une vingtaine ou une trentaine de financiers. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en fonction de la taille de l'entreprise, soit faire un déploiement, ce qu'on appelle wall-to-wall, avec l'ensemble des use cases first shot. Donc, tu vas avoir la planification financière, la planification des RH, la planification des ventes, qui sont un peu les choses basiques quand tu vends du service. La planification de la supply, quand tu imagines tu es chez un retailer et tu dois te dire l'année prochaine je dois faire 30% de croissance, combien de
d'habits je dois commander, où est-ce que je les pousse, dans quel magasin, comment est-ce que je m'assure de les vendre au bon prix au moment des soldes. Et donc là, cette complexité, elle arrive assez vite quand tu as 50, 100 magasins où tu dois t'équiper. Mais le sweet spot, et je veux dire tous les investissements de Pigment, je dirais pour les 2-3 prochaines années, ça va être sur les boîtes de plus de 1000 employés. Tu m'as dit 5000. Ouais, alors tu vois, c'est vrai ce que tu dis, parce que sur les boîtes de plus de 5000 employés, on a une structure, un account exec, donc un commercial, un BDR. Et sur les boîtes de moins de 5000 employés, on va avoir un BDR pour 2 account exec. Ok. Donc le sweet spot sur la rentabilité, il est peut-être jusqu'à 5000 ou pas? Ouais, c'est-à-dire que évidemment déjà sur les boîtes de moins de 5000 personnes, les deals vont se faire un peu plus vite. Les équipes qui vont supporter ce deal-là vont coûter un peu moins cher, mais on sait très bien que sur un compte comme Unilever ou chez Coca, tu vois, qui sont aussi des clients, la réalité d'expansion possible, elle est énorme. C'est des projets à plusieurs millions qu'on va finir par gagner. C'est déjà le cas. On gagne des projets à plusieurs millions et on fait que s'étendre dans ces entreprises-là où on remplace rarement toute la stack de planification one shot. On commence par un petit use case, on prouve qu'on est 10x better, 10 fois mieux que le compétiteur, et c'est là où ça donne envie aux autres business units, aux autres use cases. C'est ce que je voulais te demander. Par exemple, Coca, vous avez CCEP, European Partners, ou vous avez les États-Unis, vous avez commencé par on a commencé par Atlanta, on a eu un petit use case chez eux, et chaque trimestre, le compte s'étend parce que très intéressant. Soit on désengage des solutions vieillissantes que eux peuvent avoir et on les intègre sur des pigments, donc tu vois, sur de la planification de supply notamment. Soit on va voir différentes business units. Chez Coca-Cola, t'imagines pas le nombre de marques qui a différentes. Ah oui, en plus, ouais. Exactement. Donc et c'est ça aussi qui est fantastique dans la vente. Tu vois, quand on a commencé chez Pigment, t'avais peut-être 3-4 AE où tu couvrais toute la France, chacun avait 5000 comptes. Moi j'ai des copains chez Salesforce, ils sont 15 sur un compte. Tu vois, Chanel, chez Salesforce, t'as 15 AE qui couvrent Chanel. Donc et parce que les deals sont énormes. Et donc, ils font du conseil aussi. Vous automatisez plus peut-être. Comment est la relation client aussi chez vous? Ouais, alors c'est une bonne question. Je pense que toutes les boîtes de SaaS comme Pigment finissent par faire du conseil sur les gros comptes. Non, je dirais l'inverse. Ah ouais. Ont pas vocation à être des boîtes de service. C'est pour ça. Mais Salesforce là pour le coup sur ce compte-là, je pense. Ils ont beaucoup d'AE, d'account exec, mais je connais bien les équipes Salesforce qui gèrent par exemple Chanel. Ouais. Il y a des partenaires, Accenture, Deloitte, Capgemini, qui eux fournissent des gars. Qui eux fournissent des gars pour des centres d'excellence Salesforce en interne. Donc quand tu dépenses des millions chez un fournisseur, généralement, tu as ce qu'on appelle un centre d'excellence qui vient se créer pour être sûr que la solution soit le plus à jour possible, que si tu prends le cas de Pigment, que les modèles financiers correspondent exactement à la réalité du business et qu'il n'y ait pas de décalage entre la façon dont on reporte et les opérations sur le terrain. Et donc, viennent se créer des centres d'excellence. Chez Salesforce, c'est exactement le même sujet, mais c'est rarement des salariés de l'éditeur qui font ce job-là. On essaye de pas trop devenir une boîte de service. Alors oui, pour mettre le pied à l'étrier au moment où le client signe, ça peut être nos équipes qui vont onboarder le client sur la solution. Mais pour tout ce qui est run, c'est soit dans le meilleur du monde les équipes en interne du client, donc toi les experts systèmes financiers d'une boîte du CAC 40, il y a des équipes dédiées pour ça qui vont gérer les Oracle, les SAP et demain les Pigments. Soit des intégrateurs du type Deloitte, Accenture. Tu vois, on vient de signer un partenaire monde avec Deloitte, on travaille avec PwC, on a toutes ces grandes entreprises qui connaissent très bien le client aussi, qui sont aussi force de proposition, et on en parlait, pour gagner des deals et sourcer des deals. Puis chacun son business model aussi. Exactement. Vous, ça risquerait d'être beaucoup moins rentable si vous étiez obligé d'envoyer des account exec qui, eux, vont plutôt avoir un run rate et des clients à signer tous les jours. Exactement. Si jamais ils commencent à perdre du temps sur du nurturing, ça va aller à l'antithèse de ce que toi dois faire finalement. Chacun son job, et je pense que Microsoft l'a très bien montré. Tu as un écosystème qui gravite autour des solutions Microsoft qui est immense et tout le monde s'y retrouve. Ouais, parfait. Comment est-ce que vous avez organisé les équipes de vente? On parle à BDR, on parle à account exec. Redis-nous un peu combien de personnes tu as, les autres équipes, le sales enablement. Raconte-nous un peu comment vous êtes organisé. Ouais, je pense que c'est assez classique Vous avez l'une des plus belles équipes BDR de Paris, on en parlera après. C'est gentil, mais c'est gentil, je leur transmettrai le message. Mais non, je parlais juste en nombre. En nombre, ok. Non, on est très bien staffé côté BDR, on a vraiment des personnes super. Vous avez 40 personnes?
À Paris, non, à Paris, on doit être 15 personnes à Paris, on est 10 au UK et le reste, on doit être 20 ou 25 à Toronto. À Toronto, c'est ça. Ouais. Et donc, assez classique, on a des équipes marketing, Paris et US, majoritairement, avec quelques personnes aussi à Londres. Une trentaine de personnes marketing. Ouais, facile. Ouais, on est une trentaine de personnes au marketing. On est maintenant, je te disais que 50 personnes côté BDR ou un peu plus si inclut le management, parce qu'on doit avoir un ratio de 1 à 8, j'imagine, côté... BDR, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Business Development Representative. Et là, on est purement et simplement, chez vous, c'est la définition sur de l'acquisition pure et dure. Acquisition outbound en plus, côté BDR. L'inbound est principalement traité en direct par les AE, et on expliquera, parce que c'est dû à un jeu de volume, et les choses peuvent changer dans les mois qui viennent à ce sujet-là. Ensuite, on va avoir des account exec qui vont être divisés par segment. On va avoir du mid-market entre 500 et 1000 personnes qui sont, et j'en suis hyper fier, des anciens BDR qui ont été promus côté account exec. Et c'est pas facile dans un monde où tu t'adresses à des dirigeants d'entreprise sur des sujets hyper complexes. Ensuite, on va avoir des équipes corporate, donc 1000 à 5000 personnes, le sweet spot de Pigment où les deals vont assez vite. Et puis après, on va avoir les gros investissements, donc les équipes de 5000 à beaucoup plus. Et là, ça doit être la majorité quand même des account exec, parce qu'aujourd'hui, notre focus est de gagner le Fortune 1000, donc les 1000 plus grandes entreprises au monde, où on sait qu'on Pigment peut vraiment solutionner des use cases financiers, supply. Vous avez combien d'AE ? On doit avoir 70 AE aujourd'hui. Et toi, tu gères combien d'AE directement ? Moi, je gère pas les AE, je gère les BDR. Il n'y a pas un seul AE qui vient en prise de rendez-vous sur une plus petite typologie client ou quoi que ce soit. Il peut venir au moment du premier rendez-vous, et surtout dans les grands comptes. C'est-à-dire que t'imagines quand un BDR vient sourcer un meeting avec la patronne de la supply chain de chez Renault, le BDR tout seul, risqué. Là, le BDR, il a intérêt à être promu très rapidement pour devenir AE juste après. Quoi, exactement. Et même quand dans un monde où tu as ce BDR qui a fait un job extraordinaire, on va en parler de comment est-ce qu'il arrive à sourcer des meetings avec la patronne de la supply de chez Renault ou la personne qui va gérer... sans s'appeler Dropbox ou Meta. Exactement. Ou tu vois, la personne qui peut gérer les headcounts dans une boîte comme Sodexo, t'imagines, t'as 400 000 personnes, c'est des sujets qui sont critiques pour eux. Et ceux qui arrivent à faire ça, même à booker ces rendez-vous-là, l'AE, il va même venir avec un avant-vente technique. Au premier rendez-vous, la première impression est tellement importante dans une entreprise comme la nôtre qu'on va venir overstaff au premier rendez-vous pour faire bonne impression et pour donner envie aux clients, aux prospects, de continuer les conversations assez rapidement avec ce qu'on lui a raconté. C'est un type qu'on donne souvent. J'avais une autre question sur la typologie de métier que vous pouvez avoir chez vous. Du coup, si on capte bien, vous avez... entre guillemets, si on synthétise beaucoup, 4 métiers différents, BDR et ensuite 3 types d'AE différents en fonction de la taille client que vous adressez. Est-ce que l'âge est croissant si on prend BDR, ensuite AE small, SMB, ensuite AE mid-market et le sweet spot, c'est comment ça se passe ? Je dirais oui. Est-ce que c'est le plan de carrière que vous proposez aussi, tu vois, de monter BDR et ensuite de typologie client sur les AE ? Oui, je dirais, c'est assez naturel. C'est-à-dire que on se fait les dents sur les projets qui sont plus petits, moins à risque, où c'est plus facile de gagner des projets, où les enjeux traités sont moins complexes. T'imagines que quand tu parles à une boîte du CAC 40 et tu veux gérer sa planification supply chez Renault, c'est très complexe. Ou quand tu prends une entreprise comme Spendesk, qui est venue sur le podcast, leurs enjeux de planification sont un peu plus simples qu'une boîte du CAC 40. Et donc c'est pour ça que pour un jeune AE, tu vois, qui va avoir 30 ans, et encore, c'est pas du tout un critère chez nous, cet AE, il va se sentir plus à l'aise à closer un Spendesk ou une PME ou une ETI française que tout de suite aller s'adresser à un grand compte, parce qu'aussi vendre dans des grands comptes, c'est quelque chose de très très différent avec le procurement, avec les achats, et ça demande des années d'expérience. On avait parlé un peu du ratio de chiffre d'affaires ou de nombre de leads, je me souviens plus trop. Donc je vais te redire des chiffres que tu m'avais donnés en préparant ce podcast. Outbound 50%, inbound 30% et les partnerships, par exemple celui avec Deloitte, 20%. Ça, c'est sur le pourcentage du chiffre d'affaires généré ou du nombre de leads ? Ouais, ça c'est plutôt sur le nombre de leads qui va être, en tout cas le nombre d'opportunités qui arrivent, qui vont être traité par Pigment. Parce que sinon, c'est quoi, 70% de outbound sur le chiffre d'affaires généré ? Ça dépend des quarters, tu vois. Généralement, typiquement, les partenaires, quand tu as Deloitte qui vient te voir en disant là, c'est... Salut les équipes Pigment, on a un super projet, déjà tu as une chance de le gagner qui est beaucoup plus élevée. Ou une rate de 80 ?
Alors les win rates c'est toujours tricky de la façon dont tu les calcules, mais ce qui est intéressant, c'est dur de lisser sur ça, j'imagine. Ouais, exactement. Le win rate chez Pigment, c'est quelque chose qui motive chacun d'entre nous, car quand on regarde, quand un client décide de prendre une décision et de changer ou de mettre en place pour la première fois une solution de planification, Pigment gagne plus d'une fois sur deux. Okay, ça ne veut pas dire que toutes les opportunités qu'on joue sont gagnées une fois sur deux, parce que malheureusement, il n'y a pas de besoin parfois. Il n'y a pas de besoin, ou le projet est décalé, ou finalement la personne part et donc le projet tombe à l'eau. Okay. Mais quand une décision est prise de la part d'un client, ce qui est incroyable, c'est que Pigment gagne plus d'une fois sur deux. Et donc, la mission, quand tu entends ça des équipes BDR, c'est de se dire comment est-ce qu'on détecte tous les projets qui vont se faire. Parce que ces stats sont best in class dans l'industrie, et il suffit d'être en contact avec les bonnes personnes qui veulent réellement changer les choses dans nos entreprises cibles pour derrière s'étendre le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on démultiplie les canaux d'acquisition de ces projets-là. BDR pour de la outbound, les AE qui contribuent également massivement à cette prospection et jouent un rôle avec les BDR. On a tous les jeudis chez Pigment, c'est ce qu'on appelle PG Day, Pipeline Generation Day. Toute la boîte est en charge de la prospection. On a des listes de comptes qui sont partagées. On a des signaux qui sont fournis, des signaux hyper frais qui sont fournis aux BDR et aux AE. Et à la fin, on relève les compteurs. Il y a des lots à gagner. Il y a de l'argent sur la table pour savoir qui est-ce qui a fait le plus d'efforts et réussi à un bon challenge. Exactement. Et ça met une super ambiance dans la boîte. Et donc ça correspond à peu près à 50% des projets qu'on gère. Puis après, Rohan, qui dirige les partenaires, fait un travail extraordinaire pour nouer des partenariats avec des intégrateurs, Deloitte, Accenture, PwC. Dis-toi que c'est des personnes qui ont des relations avec nos compétiteurs depuis 30 ans. Ouais. Ils doivent se dire, attends, est-ce que ces Français-là, maintenant qu'ils prennent de plus en plus de parts de marché aux États-Unis, est-ce qu'ils méritent de mettre à risque notre relation avec nos autres partenaires? Et ils se rendent compte que le sens de l'histoire va vers Pigment, et donc ils le font. Et donc là, c'est du travail aussi main dans la main, parce que quand tu sources un projet par toi-même, par mes équipes BDR, avec l'aide des AE, mettre un Deloitte dans la boucle fait que tu vas augmenter tes chances de gagner, parce que Deloitte va connaître le client sur du 440, et tu vas juste permettre à ta brand d'être de plus en plus crédible en t'associant à du Deloitte qui est une brand equity extraordinaire, et quand le deal vient de chez eux, il est presque prêt à signer. Ouais, donc très très dur de lisser, je comprends. Enfin, de faire une moyenne un peu de ce win rate en fonction du canal d'acquisition. Sur les partenariats, là on parle beaucoup de celui avec Deloitte par exemple. Qu'est-ce qui a aidé? Est-ce que c'est le fait d'avoir convaincu des références que eux avaient déjà, et ça a aidé de convaincre des clients à eux de vous installer chez eux? Ouais, alors c'est comme ça, non? C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que là où je pense que les partenariats se réveillent et naissent, déjà ils naissent jamais globalement. Tu vois, un Deloitte, c'est un partnership. Comme Coca, en fait, a cette même idée de propagation. Pour exactement. Donc maintenant, il faut trouver dans un de tes marchés clés, en l'occurrence, nous, ça a commencé par la Belgique, pas très loin de la France, un fou d'innovation a compris très vite la valeur de Pigment contre les autres solutions qu'il pouvait proposer, et s'est dit, dans l'objectif de servir au mieux mes clients, entre guillemets les clients de Deloitte, je me dois de proposer ce qu'il y a de mieux sur le marché. Pigment est la solution pour ces entreprises-là. Et donc, ils sont venus nous voir. On a commencé à signer 1 ou 2 deals avec eux. Très dur, évidemment, de se dire, attends, regarde ce qui se passe en Belgique, c'est un petit pays pour Deloitte. Viens, on fait un deal worldwide ou avec les US. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe plutôt dans le sens où tu vas gagner un projet chez un client final. Et là, Deloitte te dit, ah mince, j'ai shooté avec le mauvais acteur. Je me suis associé avec le mauvais partenaire technologique. J'aurais dû être avec Pigment. Donc ça arrive une fois, ça arrive 2 fois. Et au bout d'un moment, ils se disent, attends, il faut que vous preniez. C'est avec du bon côté de l'histoire. Exactement, ils doivent être du bon côté de l'histoire. Je pense que c'est Deloitte. C'est drôle. On parle de ça, tu vois, du bon côté de l'histoire. D'habitude, c'est des choses qu'on utilise pour des choses beaucoup plus dramatiques. Mais là, c'est du bon côté de l'histoire finale de business. Du business. Et je pense que c'est Deloitte, ces Accenture, ces PwC, tous ceux qui, les BCG, les Mac, leur monde va changer très vite avec la Gen AI, mais ils vont persister dans l'accompagnement auprès de ces grandes entreprises. Et ils seront toujours un acteur clé pour des fournisseurs de technologies comme Pigment, pour accélérer, être capable de déployer plus vite, accompagner le client sur la durée et gagner du business, c'est sûr. Je vais te la poser de but en blanc cette question, parce que je me la pose depuis tout à l'heure, comme on voit que vous pouvez grignoter des parts de marché qui vont carrément mitiger le fait que c'est pas grignoter, c'est les bouffer carrément. Est-ce que vous avez un avantage concurrentiel sur le pricing?
Je pense pas. Tu le sais pas ou... Non, je sais qu'on gagne des deals plus chers, en shootant plus cher que des acteurs historiques qui ont 30 ans et qui sont déjà en place chez nos clients. Clairement pas, ouais. Est-ce qu'on sait faire des efforts de pricing pour gagner un client? Évidemment. Est-ce que le client nous choisit pour le prix? Vraiment pas. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mais alors, le prix, Et même il y a 3-4 ans. Je dirais oui, pour signer les premiers clients, on a peut-être fait des efforts où on a Quelques mangé sur références. notre marge. Exactement. Mais aujourd'hui, le client, il se rend compte que le coût d'opportunité de ne pas mettre du pigment en place et de se retrouver avec des solutions vieillissantes qui sont peu adoptées, qui coûtent très cher à maintenir, qui ne répondent pas aux besoins du business forcément, sera bien plus élevé que de payer quelques dizaines de pourcentages de plus des licences pigment. Donc finalement, la brand equity est plus si mal aujourd'hui et permet de gagner au moins quand c'est avancé. Vous arrivez à avoir ce proof of concept, de prouver votre ROI, voire même votre fameux RONI, tu sais, le return on non-investment que vous pouvez générer. Exactement, c'est-à-dire que quand tu mets pigment dans la main d'experts qui connaissent la compétition, et c'est souvent des personnes passionnées qui ont fait de la planification et qui ont joué avec des cubes pendant 30 ans pour certains, et qui te regardent dans le droit des yeux en disant ce que vous êtes en train de me présenter, c'est la promesse qui m'a été faite depuis 20 ans par des géants de la tech. Le deal est rapidement gagné. C'est comme utiliser ChatGPT et pas Google, même si on rappelle que c'est mauvais pour l'environnement. Avoir ces personnes qualifiées qui connaissent exactement votre valeur ajoutée, c'est donc le plus important pour assurer ce fameux win rate, mais il faut réussir à les contacter. Ouais. Et c'est donc ce dont on va discuter là maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour construire et nourrir un pipe? D'abord, si on rapporte tes enseignements aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément ta brand equity, ta proposition de valeur, tes BDR, selon toi, c'est quoi les étapes essentielles à avoir lorsqu'on veut justement construire, nourrir son pipe de vente? Si je peux commencer par une note en début de ma réponse, ne pas avoir de marketing, ne pas avoir de brand equity n'est jamais une excuse pour ne pas sourcer des rendez-vous. Okay, ne jamais blame le marketing, solutionne le problème par toi-même et c'est vraiment le bon mindset à avoir parce que tout est possible. La première chose à faire, c'est de bien comprendre ce qu'on appelle un ICP en anglais, le l'Ideal Customer Profile, la cible d'entreprise clé, et il ne faut pas s'éparpiller. Okay, il ne faut pas aller attaquer une entreprise, une PME dans la Creuse et le lendemain une entreprise dans le Nasdaq. Ça n'a pas de sens, c'est vraiment clé d'être hyper laser focus là-dessus. Deuxième point, c'est bien de connaître ses personas, c'est-à-dire qui sont tes interlocuteurs. Je ne parle pas d'acheteurs, je parle d'interlocuteurs au début dans tes entreprises. Et tu vois, nous, on a fait tout un travail de listing des job titles et il y en a beaucoup. Et on les a processisés. C'est-à-dire que quand tu arrives aujourd'hui sur le compte Air France, je donnais l'exemple tout à l'heure, tu es capable, en un clic depuis Salesforce, de trouver la liste des 50, 100, 200 parfois personnes qui sont susceptibles d'acheter pigment pour des use cases finance. Comme pareil. Ça, quand tu fais un IP reverse sur par exemple Unilever, tu peux trouver sur SalesNav assez rapidement quels peuvent être les targets potentiels. Exactement. Donc ça, il faut le processiser et c'est des choses qui peuvent évoluer. C'est-à-dire que tu vois, il y a 2-3 ans, on ne traitait pas forcément les use cases supply chain planning ou du demand planning pour les retailers. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Comment est-ce qu'on adapte aussi ces process pour que les BDR les aient en permanence à jour? Ça, c'est le premier point. C'est d'être capable d'identifier ce qu'on appelle un total addressable market. Nous, aujourd'hui, ça correspond à 30-40 000 boîtes prioritaires, principalement US, Europe de l'Ouest. Encore une fois, focus, on pourra les signer des deals en Australie, à Singapour, à Taïwan, partout. On ne le fait pas parce qu'on se dit qu'on doit gagner les marchés qui sont clés pour nous, France, UK, Germany et les US. Grosso modo, je te les résume. Ensuite, c'est de se dire quelles sont vraiment les industries prioritaires. Nous, c'est la tech, c'est le retail, c'est les financial services et c'est le CPG, les équivalents de Coca-Cola et d'Unilever. Une fois que tu as ça, tu vas vouloir créer ce qu'on appelle des book of business, c'est des patchs d'accounts que tu vas distribuer à tes accounts exécutives en fonction de leurs segments qui leur sont attitrés. Tu vas pouvoir mettre un peu plus de comptes mid-market, donc entre 500 et 1000, peut-être 200, 300, tu vois, pour des AE français. Par contre, quand tu gères de l'enterprise, très très grand compte aux US, tu peux avoir 10 comptes chez nous. Tu prends 10 comptes, c'est-à-dire tu donnes Walmart, McDonald's, John Deere et GM, c'est bon. Tu peux faire 5 ans chez Pigment et faire largement tes objectifs avec 5 comptes. Et une fois que tu vas créer ces book of business, tu vas venir
enrichir ces comptes avec des signaux qui vont t'aider à trouver les bons use cases de ces comptes-là, les bonnes personnes, dans les bonnes business units. Et c'est là où l'équipe grosse, les 10 ingénieurs qui travaillent à mes côtés, vont être hyper utiles parce que ils vont te nourrir quotidiennement et même plusieurs fois par jour avec des faibles signaux qu'on a pu détecter sur ces comptes. Tu vas avoir des signaux. Tu veux qu'on rentre dedans tout de suite ? On peut, parce que c'est une de mes questions d'après, mais j'allais presque te couper pour te dire justement c'est quoi ces exemples de signaux. Il y en avait un que tu m'avais donné parce que je t'avais posé la question en préparant cette émission et tu m'avais dit ouais mais j'en ai des centaines des signaux pratiquement. Il y en avait un, c'était les fiches de poste, s'il y a des nouvelles fiches de poste. On en parlait d'ailleurs un petit peu tout à l'heure en disant les levées de fonds et du coup les gens tu sais qui vont recruter derrière et tout. Toi t'avais ça un petit peu dans ta carrière, mais est-ce que tu as d'autres exemples de signaux ? Je pense que les signaux on peut les catégoriser en 3 grandes catégories. Cool. Tu as ceux qui vont être liés à ta marque, à ta brand, à ceux que tu contrôles. Donc ça va être des personnes qui vont venir sur ton site web. Donc tu vois quelqu'un qui vient sur le site web, moi je suis capable de dire avec une technologie aujourd'hui que quelqu'un de Coca-Cola est venu sur mon site web aujourd'hui. Ah ouais. Ça c'est de l'IP reveal, c'est assez simple. Hyper fort. Alors c'est sûr que si le CFO il s'est mis chez un Starbucks pour bosser le matin, je vais avoir du mal à le faire, mais ça marche plutôt bien. Croisement de données. Croisement de données, exactement. Tu as aussi des signaux où la personne télécharge un e-book sur ton site web. Ça, la classique. Classique. Okay, donc ça, c'est des signaux que toi tu contrôles, qui sont liés à ta brand ou à tes événements que tu peux faire. Après, tu auras des signaux qu'on appelle de second party. Je te donnais l'exemple de G2 tout à l'heure. C'est des signaux qui existent chez des acteurs tiers qui vont être vendus ou partagés parce que tout le monde a y gagné sur ce type de signaux-là. Et puis après, tu vas avoir des signaux qui sont third party, qui sont liés à l'activité de tes prospects. Et donc là, t'en citais un, c'était par exemple les job desks. Nous, on capture toutes les job desks de la planète qui sont partagées sur tous les grands sites de careers en propre chez nos clients. Donc tu vas sur careers.meta.com, tu vois, on récupère ces job desks. Pareil sur des sites Indeed, Welcome to Jungle qu'on a cité. Up to, exactement. On vient récupérer ces job desks. On vient ensuite les matcher au compte. Donc tu vois, quand tu as Air France qui partage une job desk, il faut arriver à la matcher sur le bon compte sur Salesforce. C'est pas quelque chose out of the box, c'est pas si facile. Et puis ensuite, on va évidemment filtrer les job desks qui nous intéressent. Donc, ça va souvent être des rôles, financial planning manager, ça va être des rôles de supply chain manager. On va avoir des rôles de CRO quand tu as une boîte tech qui recherche un nouveau CRO ou des sujets RevOps, Revenue Operation. Ça va être hyper intéressant pour nous parce qu'on va ensuite analyser l'ensemble de la description de la job desk et la donner à ChatGPT en lui disant explique-moi comment Pigment aide la personne qui va prendre ce job. Incroyable. Ok. Après, c'est assez simple. Tu prends RevOps Analyst qui a comme mission d'améliorer le reporting et le forecast des équipes commerciales et de délivrer des book of business. C'est exactement ce que Pigment fait sur la planification des sales. Très simplement, tu vas te dire quel est le potential hiring manager de ce RevOps Analyst. Recherche sur LinkedIn, trouver les 5-6 profils, tu leur envoies un email en disant coucou l'équipe RevOps, j'ai vu que vous recrutiez un RevOps Analyst pour solutionner point A, point B, point C chez vous, c'est exactement ce qu'on fait. Et là tu name drop un ou deux lookalike, tu vois, je te donne des références clients similaires. Exactement. Donc tu vois, aujourd'hui on travaille avec Coca-Cola, tu vas dire si tu veux prospecter Pepsi, tu vas dire je travaille avec Unilever et Coca-Cola. Alors c'est pas forcément les mêmes entreprises. Je fais la même chose sur le podcast. Exactement, ça fonctionne bien. L'approche je suis là. Je te dis que j'ai reçu Adobe si j'ai besoin de parler, tu vois. À Figma. C'est pareil. Et ça fonctionne très bien. Et ensuite tu vas leur proposer. Tu vas toujours être proactif et te dire le mail il faut vraiment qu'il soit parfait parce que j'ai tout sauf envie que mes équipes passent pour des spammers. On est sur du marché de grands comptes, on fait pas du tout de volume et on va pouvoir parler un peu des volumes. Là c'est ma prochaine question. Celle-là, je veux te la poser. Mais tu vois, on va toujours être proactif et bienveillant en disant, by the way, on a une communauté aujourd'hui 3000 FP&A leaders et DevOps leaders qui sont fans de Pigment. Est-ce que tu veux qu'on partage cette job offer dans notre newsletter qui part toutes les semaines? Je dis pas qu'on compte tous les posts des prospects qui recherchent, mais en tout cas on essaye de créer une communauté pour du partage de bonnes pratiques et nous nos meilleurs ambassadeurs c'est évidemment des Pigment users qui vont travailler d'une boîte à l'autre et qui remettent Pigment le lendemain.
c'est en tout cas qui suggèrent Pigment à leur direction. Good job du market aussi sur cette question. Ouais, du market et du produit. Parce que si le produit était pas dingue, ça fonctionnerait pas. Bien sûr. Tu l'as dit toi-même, vous voulez pas passer pour des spammers et tu m'avais dit une expression que j'avais beaucoup aimée, pêcher à la dynamite, c'est terminé. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur ce podcast, quelque chose que nos auditeurs sont un petit peu habitués à entendre, d'ailleurs comme ICP et Personnel dont on parlait un peu plus tôt, mais t'as bien fait de nous refaire un petit peu le cycle des choses, surtout quand on parle ensuite des signaux, là où tu es encore plus spécialiste je trouve que sur le reste de cette théorie. Le mass mailing, bref, le viser gros pour récupérer un peu de prospects, c'est terminé. Maintenant, on parle de cibler mieux pour convertir plus. Moi, dans mon métier, on parle beaucoup d'ABM pour dire Account-Based Marketing. Et j'en passe. Toi, comment est-ce que tu penses que ce marketing B2B il doit se faire désormais ? Moi, je pense que vraiment, tu l'as dit, hein, le picher la dynamite, ça marche plus. Okay, ça, c'est ingérable pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu t'appelles pas Meta et que tu n'as pas le plus beau domaine du monde, tes mails arrivent en spam. Donc, ça sert à rien d'en envoyer beaucoup parce que personne ne va les lire. Deuxième sujet, je pense que plus personne, avec l'intelligence qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le web, plus personne doit prospecter à froid. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre les demandes entrantes, mais il faut avoir un point de vue sur chaque email que tu envoies. Et ce point de vue, il se construit par la connaissance de ton produit, la connaissance des use cases de ton prospect que tu peux adresser chez lui. Encore une fois, quand tu travailles avec Air France ou avec Snowflake ou avec Figma, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, il faut être capable de se projeter rapidement. Et on en reviendra, j'imagine, à la question que je pose en entretien. Et ensuite, il faut arriver à capturer ces signaux et à transformer, sans avoir eu la chance de parler au prospect, un point de vue dans ton email, dans ton email, dans ton message sur LinkedIn, dans ton SMS, dans ton WhatsApp. Tu me l'avais dit comme ça, tu me l'avais dit, le moment de comprendre les enjeux de son client, c'est pas quand on fait son premier rendez-vous avec lui. C'est tricher. C'est avant même de le contacter. Ça sert à quoi de dire vous avez quoi comme enjeu en ce moment ? Si tu le sais pas avant de le contacter, ça sert à rien de le contacter. Généralement, tu n'auras pas réussi à l'avoir si tu ne vas pas le voir en disant je sais déjà ça de toi, j'en tire telle hypothèse, viens on en parle un petit peu. Ouais. Et donc, tu vois, je vais donner des exemples de signaux, mais la Job Desk, c'en est une très bonne. On va pouvoir nous regarder, par exemple, toutes comme on a la chance de travailler avec des grands comptes, la plupart de ces grands comptes sont cotés et donc font des publications qu'on appelle des earning calls où l'équipe leadership, souvent le CEO, va devoir exposer au marché les risques, les enjeux, les priorités de la boîte. Tu donnes tout ça à du ChatGPT, tu dis explique-moi comment est-ce qu'un outil de planification peut y arriver. Et derrière, ça va te dire, ok, voilà les 5 points qui vont être clés pendant les 2 ou 3 prochains quarters de l'entreprise. Derrière, tu vas souvent réussir à récupérer l'outil qui est déjà utilisé par le compétiteur. Comment est-ce que tu fais ça ? Dans les job offers, encore une fois, une expérience avec A ou avec B est à privilégier. Tu peux en tirer quand tu as scanné 20 job offers que tu as eu tellement de fois ce compétiteur qui a été nommé que tu vas pouvoir dire, ok, je pars du principe, sans avoir parlé au compte, que ils utilisent Google Analytics, je parle de mon métier là, mais... Exactement. Et donc, tu vas pouvoir pitcher ou en tout cas venir avec un point de vue en disant attends, je viens d'écouter ta CEO là, qui vient de faire un earning call. Sa priorité, c'est ces 3 sujets-là. J'ai vu que vous étiez sur telle technologie d'expérience. Voici les points qui vont être un vrai challenge quand vous allez devoir planifier avec cette technologie. On sait exactement les adresser avec Pigment. Est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble ? Et là, je t'ai donné 2 signaux, le compétiteur, une job desk pour gérer le compétiteur et des earning calls. Mais si tu combines 10, 15, 20 signaux en disant en plus j'ai vu que tu as recruté quelqu'un de chez Coca-Cola qui avait mis en place un compétiteur ou qui a mis en place Pigment dans le passé, ça change la façon dont tu approches le client et donc ça augmente tes chances d'avoir une réponse. Le but d'un BDR, c'est d'avoir une réponse. C'est même pas de source un meeting, c'est de commencer par je suis intéressé, je suis pas intéressé, on se reparle demain. Voilà, c'est ça les enjeux de l'équipe. Et ça, pour les obtenir, il faut être hyper créatif d'un point de vue message. Il faut être créatif d'un point de vue visuel. Nous, on adore envoyer des visuels de Pigment. On a la chance d'avoir l'un des plus beaux produits de la planification qui existe comparé à des vieilles briques technologiques d'autres acteurs. Notre monteur te l'a dit en rentrant dans la pièce, en lançant le podcast. Je précise, Nils qui monte les vidéos de ce podcast, qui t'a dit votre site il est top. Et je peux te dire que c'est la première fois que j'entends dire ça. Non, mais je passerai le message aux équipes marketing. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un produit qui est canon et simple à utiliser sur des enjeux complexes et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir une rétention fantastique sur du Pigment, mais ça permet aussi de capter l'attention. Et tu vois, on a signé Unilever grâce à ça. J'étais avec notre champion chez Unilever à notre sales kick-off l'année dernière. On a réuni la boîte à Toronto. Il était sur stage et l'un des AE dit mais attendez, mais comment vous avez entendu parler de Pigment ?
Et il nous raconte que un bidiard l'a prospecté avec cette mock-up aux couleurs d'Unilever, et c'est grâce à ça qu'il a pris le call. Alors je dis pas que ça marche à chaque fois, mais c'est quand tu combines point de vue, créativité et la multitude des canaux qui sont l'email, le call, l'SMS, le WhatsApp. Oui, WhatsApp toujours. Alors WhatsApp, ça peut être intrusif, ça dépend quelle pertinence tu veux apporter à ton message, mais moi je suis toujours il faut se diversifier. Ouais, il faut se diversifier. C'est comme en finance, on s'assure en diversifiant. Ouais, exactement. Et nous on le voit, attends, on peut revenir sur les bidiards qui font bien leur job, mais c'est ceux qui font le max de recherche et c'est ceux qui vont se dire, attends, moi le bidiard il est 18h, il est rentré chez lui, chez mon compétiteur. Là, j'ai de 18h à 19h, j'ai du temps pour aller attaquer les personnes qui sont pas prospectées par d'autres bidiards sur la planète, parce qu'en plus tu ne compites pas en tant que bidiard avec les bidiards de nos compétiteurs directs, mais tu compites avec ceux qui vendent des ERP, avec ceux qui vendent des CRM, avec ceux qui vendent de l'analytics, bien sûr, et tous les autres produits catégories qui sont adjacentes à nos personas. Je confirme que 18h-19h, c'est un horaire qu'on plébiscite pas mal sur cette émission pour dire que c'est les bons moments pour faire ces calls de prospection, ces calls de qualif, ou même parfois pour envoyer des mails. Tu as beaucoup parlé d'IA, notamment de ChatGPT. Comment est-ce que vous utilisez l'IA, notamment pour détecter des signaux faibles? Tu l'as un peu dit, mais rapidement, est-ce que tu peux creuser un peu plus cet aspect-là? Ouais, alors on a un beau partnership avec ChatGPT dans le produit déjà. Depuis combien de temps? Je pense que ça fait 18 mois que les produits, on s'en sert pour équiper nos users, nos financiers, ceux qui planifient, à être hyper efficaces, avoir une sorte de structure d'Iron Man autour d'eux pour modéliser, pour comprendre les analytics sur la plateforme et pour faire du machine learning. Vous avez créé des robots du coup sur OpenAI directement pour intégrer sur notre produit. Donc c'est complètement transparent, une expérience pigment pour le user et je pense que c'est vraiment le futur de tous les SaaS. Ça. Oui, même tu vois à mon niveau, on est en train de développer un qui a écouté tous les podcasts et qui peut répondre à plein de questions sur tous les podcasts pour en sortir le timecode de cette citation de. Mais oui. Absolument nécessaire. Vous l'offrez à tous vos clients ou c'est une option? C'est inclus dans tous les pigments. Ok. Ouais. Donc j'imagine un avantage concurrentiel non négligeable. Exactement. Vous avez de l'exclusivité avec OpenAI sur ça ou pas? Ou ils peuvent être intéressés par des concurrents également? Comment ça? Est-ce que des concurrents peuvent aussi signer avec OpenAI? Ah non, c'est sûr que oui. Je pense que OpenAI n'accepte aucune exclusivité. Ah ouais. Bon, j'imagine. Ils sont leaders sur le marché et je pense que c'est de bonne guerre. Après, c'est comment est-ce que tu arrives à rendre, adapter les modèles et à prompter les modèles le plus intelligemment possible et à créer cette user experience. Et je trouve ça canon que OpenAI serve tout le monde. Et vous, est-ce que vous accepteriez d'aller voir Pepsi du coup? Vous n'avez pas d'exclusivité? Non, on n'a pas d'exclusivité pour aller vendre. C'est un peu old school en termes business. Ouais, je pense que ça n'existe plus trop. Le peut-être dans les boîtes de conseil, tu vois, qui peuvent avoir des données vraiment exclusives, ça peut exister, mais en tout cas, dans le marché du SaaS, tu vois, je sais que Salesforce vend à Chanel et vend à Louis Vuitton et c'est normal, tu vois. Ouais, mais t'as raison, conseil peut-être les performances sur service, c'est possible. Autre sujet, tu vas être capable avec de l'IA, de comprendre des dizaines de signaux qui sont des new hires, des personnes qui bougent de poste dans l'entreprise, des job desks, des IP reveals sur notre site web, des personnes qui ont téléchargé des e-books, essayer de te faire une big picture de quelles sont les priorités de cette entreprise-là et de convertir ces signaux qui arrivent par dizaines dans des grands comptes. On t'imagine bien qu'une entreprise comme Amazon, elle recrute des dizaines de financial managers par semaine et de comprendre, toi, quelle est un peu la dynamique dans l'entreprise. Tu vas pouvoir... Tu m'as dit structurer le bruit. Exactement. Tu as beaucoup de bruit de ces signaux. Il faut arriver à les prioriser par ordre d'importance. Évidemment, un CFO, c'est clé pour nous comparé à un financial manager dans une grande entreprise. Mais dans une petite boîte, savoir que tu as une petite boîte de 1000 personnes, toi déjà, savoir que tu as des personnes qui viennent gérer ces sujets de planification, il ne faut pas les louper. Et donc, c'est comment est-ce que tu arrives à lire ces dizaines de signaux et à arriver avec un ou deux points de vue qui peuvent être différents en fonction du niveau de seniorité que tu vas toucher dans l'entreprise en prospectant et évidemment de la fonction supply, finance, HR, vente. Tes BDR doivent passer combien de calls par semaine? Alors, s'ils écoutent ce podcast, je vais les taquiner un petit peu, mais je trouve qu'ils le font pas assez, évidemment. Mais les bons BDR, ils font 200 ou 250 calls par semaine. Ah oui, c'est très bien. Alors, on a aussi des gros partenariats avec des outils d'enrichissement. Il y a zéro excuse pour pas avoir la donnée et tout est processé. On a des outils de power dialing. On va en parler après de tes outils en plus. Ouais, où tu appuies sur un bouton, tu peux t'asseoir tranquillement.
T'as tes contacts qui défilent les uns après les autres, t'as besoin de rien de cliquer sur rien du tout, et dès que là, quelqu'un décroche, tu rentres dans la conversation avec le contexte qui apparaît sur ton écran. T'as dit à ma boss Fanny, que je salue, qui prépare la conférence Up2 avec toi, qui sera le 2 avril avec 200 personnes, ça va être top, que si t'as un commercial qui refuse d'être enregistré, qui refuse de participer aux outils, bah ça sert à rien, chez vous c'est pas... Ouais. Alors honnêtement, je l'ai dit facilement parce que ça n'arrive jamais. Tu vois, on pense à... Les gens veulent passer plus de temps à vendre de toute façon. Exactement. Et je pense que ces outils-là sont au service des commerciaux, sont au service du management, et ils ont tout intérêt à les adopter le plus rapidement possible. Et tu vois, je pense à nos copains de chez Mojo en France, à leurs compétiteurs Gong aux US, ou attention. Vous avez Mojo ? Alors non, nous on est sur Gong, mais pour bien connaître Paul et le travail que fait Paul et ses équipes sur Mojo, c'est fantastique. Ça change le quotidien d'un commercial. C'est des choses que j'avais pas forcément au début chez Facebook ou chez Dropbox. Je pense que la techno n'existait même pas, mais nous ça nous permet de former les commerciaux, ça permet aux commerciaux de se focus sur la conversation un peu comme celle qu'on a aujourd'hui, là où ils comptent le plus. Exactement. Et surtout, c'est que ça permet, et ça c'est parce qu'on traite de sujets assez complexes avec Pigment, c'est que ça permet aux new joiners, aux nouveaux dans l'entreprise, de regarder des démos, d'écouter des calls de qualif et de se dire attends, c'est ça best in class, c'est ça ce qu'on doit faire et dont on doit répéter. Et d'enrichir de la donnée automatiquement aussi. Bien sûr. Pour nous c'est hyper pratique pour les comptes rendus d'entretien, etc. par exemple. Tu gagnes un temps fou. Quand Mojo te permet de prendre une conversation et de l'insérer dans le CRM pour avoir tes fameux champs MEDDIC, MEDPIC à jour, c'est quand même une tâche qui est un peu ingrate pour le BDR, là, qui est obligatoire parce que on doit tenir un CRM à jour, sinon c'est ingérable d'un point de vue reporting. Et je pense que c'est pas le débat aujourd'hui. Tu prêches un convaincu. Mais c'est sûr que les technologies sont hyper utiles pour ça et Gong, Mojo sont canons. Quand on parle de call calling, est-ce que tu as des recommandations pour écrire des bons scripts de vente ? Alors je vais te dire non parce que et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup hésité d'écrire des scripts chez Pigment. Mais comme on traite de sujets très divers, très complexes, en fait tu te retrouves avec un arbre de branches qui fait 1 pour 1000, 1000 pour 1 million. Ouais. Donc, et on va en reparler à mon avis bientôt parce qu'on arrive à la fin du podcast, j'imagine, sur comment on recrute les bonnes personnes qui arrivent automatiquement à créer ces branches. C'est ma question d'après. Parce que donc tu as besoin d'avoir, on en a parlé un peu tout à l'heure et tu as évité le terme, mais je sais que le terme que tu aurais utilisé c'est business acumen, c'est ça ? Le business acumen est clé. Être street smart, c'est obligatoire pour être un bon billard dans mon équipe. Okay. Et là, quand on parle de street, on parle de Wall Street, grosso modo. Ouais, Wall Street ou même quelqu'un, tu vois, qui dans la rue est capable d'aller négocier quelque chose chez Decathlon, quelqu'un qui va comprendre le business model d'une entreprise avec laquelle il va interagir en quelques secondes. Mm-hmm. Pourquoi ? C'est que, pour revenir sur ta question sur le call calling, c'est que, encore une fois, c'est très très rare qu'un billard call à froid sans aucun contexte. Il va toujours avoir un signal de mon équipe grosse ou des données marketing. Et donc quand il va dire attends, j'ai une job desk sur un financial analyst, il me suffit d'appeler le CFO pour avoir une conversation, je connais ses priorités vu que c'est marqué dans la job desk. Et d'être capable de comprendre rapidement cette job desk dans une industrie particulière en le matchant avec le potential hiring manager, tu es capable d'avoir ces 20 ou 30 secondes tellement clés au moment du call calling pour capter l'attention de ton interlocuteur et après c'est à toi de te débrouiller. Et c'est là où être street smart, avoir du business acumen fonctionne. Vous faites comment pour former vos commerciaux sur les connaissances business à avoir ? Là, c'est pas la question d'entretien, c'est pas comment tu les qualifies, mais comment tu fais pour que justement il reste... Est-ce qu'il y a un abonnement de challenge fourni chez Pigment ? Comment... Ouais, alors on permet à chaque salarié de dépenser, je crois que c'est 1 000 euros ou 1 000 $ par an sur des formations de leur choix. Okay. Donc ça, c'est canon et on remercie les équipes Enablement pour ça. On a une équipe de stars côté Enablement qui forme aussi bien sur les process que sur l'outil, que sur la façon dont on veut qualifier nos clients. Et donc, il y a beaucoup de training Enablement organisé par une équipe dédiée. Et ensuite, moi, je vais te dire, un BDR au bout de 2 mois, je peux te donner tout de suite s'il va devenir une star ou non. Évidemment avec ses volumes d'activité, sa performance, faire d'activité pour rien ça sert à pas grand chose, mais une stat qui ne trompe pas, et c'est un peu ton Graal, ou je dirais mon secret, parce qu'ils ne savent pas forcément que je regarde ça. Ils vont savoir dans quelques instants. Exactement, c'est que je regarde le nombre de calls qu'ils ont regardé sur Mojo ou sur Gong. Okay. Ah oui, tu fais vraiment ça. Ils ont des analytics de fou, et un bon BDR doit être obsédé par à quoi ressemble Pigment chez mes prospects, parce que demain je vais devoir leur expliquer.
Et c'est tu le recommandes, tu le pousses, de toute façon. Je le pousse. Moi, je parle à tous les bidiards qui rejoignent l'entreprise. Je leur dis, quand j'ai rejoint Pigment, je ne connaissais même pas la product catégorie. Donc, on n'a pas besoin d'être un énorme savant pour arriver chez Pigment. Par contre, il faut être intéressé et se donner. Et donc, moi, j'ai vraiment arrêté Netflix pendant 3 mois. Et tous les soirs, je me regardais un épisode d'un deal. Donc, là, un deal, c'est 15 calls record. Donc, tu as le call de qualif. Puis après, tu as la démo. Et puis après, tu as les retours de la démo. Tu parles à d'autres personnes. Et en fait, voir ton produit. Sympa. Où tu as les yeux. Ouais, sympa. Après, il faut avoir aimer la vente. Il faut aimer la vente, il faut avoir des personnes à la maison qui supportent. Je pense aux gens qui nous écoutent en courant, par exemple. Merci beaucoup. Mais en courant, c'est compliqué de regarder les démos. Non, pour les démos, c'est plus compliqué pour le podcast. Exactement, mais toi, nous à la salle de sport, on a des bidiards qui nous disent, je fais 1 heure de sport tous les jours, je me mets des démos. Et c'est un fait, ce sont les meilleurs. Ouais, là, ils sont chauds. On a déjà enregistré pendant assez longtemps, mais j'ai quand même des questions que j'ai envie de te poser. Vas-y. Et d'habitude, je dis, pas grave, on les traitera plus tard, tu reviendras sur le podcast. Je sais que je pourrais faire ça, mais là, j'ai plutôt envie qu'on essaie de se fixer un challenge. Tu me fais les réponses en 30 secondes, même si c'est des questions énormes. Allez. La prochaine question, c'est le meilleur exemple. Grand compte, vous répondez à des appels d'offres. Quelles sont tes recommandations pour les gagner ? La recommandation pour gagner un appel d'offres, c'est d'écrire l'appel d'offres. Si tu reçois un appel d'offres où tu n'as pas été sollicité avant pour son écriture ou pour challenger ta solution, c'est souvent que tu l'as déjà perdu. Donc à toi de planter la graine auprès des équipes qui vont écrire un appel d'offres. Donc il faut de l'activité outbound pour pouvoir se faire connaître. Proposer du support pour écrire ces appels d'offres, et c'est là encore une fois où les partenaires vont être clés, parce que dans un grand groupe, c'est souvent un partenaire externe qui va écrire un appel d'offres qui comprend bien les enjeux du client et qui connaît bien les technologies. La Deloitte par exemple à fond. Exactement. Et souvent celui qui va gérer l'appel d'offres, c'est pas forcément celui qui va déployer. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une multitude de partenaires extérieurs qui vont être tes yeux et tes oreilles sur le terrain. Encore une fois, le but c'est pas de tronquer la vente et de la trahir, c'est de proposer la meilleure solution à un client. Prochaine question, je te cite une phrase, je crois que c'est toi qui me l'as dit, mais je me souviens plus. Les meilleurs commerciaux sont ceux qui n'ont jamais de surprise. Je sais pas si c'est moi qui dis ça, mais c'est pas si bête. C'est ceux qui anticipent tout et ceux qui se disent je vais perdre le deal tous les jours et qui arrivent à être rebondir. Rebondir, en tout cas à tout anticiper et de se dire attends, il y a 50 raisons pour lesquelles je vais perdre ce deal. Je vais les prendre les unes après les autres et je vais essayer de m'assurer que ce ne sera pas pour cette raison-là. Et les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui demandent de l'aide. Tu vois, je dis chez Pigment, on gagne un deal, c'est 15 personnes. Vraiment, ça va de Éléonore au Bidiard. Et c'est à chaque fois 15 personnes ensemble qui gagnent un deal. C'est jamais un AE tout seul. Ça n'est jamais arrivé. Quels sont les 5 outils indispensables pour une force commerciale ? Il faut une équipe grosse aujourd'hui en 2025. Ok. Une équipe grosse, c'est des personnes qui vont réussir à te structurer ta donnée et à te donner des signaux de marché qui vont te rendre hyper compétitif. Ça va être un outil de séquençage d'email et sur LinkedIn également pour toi arriver à pas faire que de l'email ou faire que du LinkedIn. Dis-nous des noms. Moi je dirais dans les outils c'est Cargo pour organiser la donnée et capturer ces signaux et les orchestrer parce que encore une fois ce bruit il faut arriver à le prioriser. Ça va être je pense Surf qui va te permettre d'automatiquement enrichir les bons profils LinkedIn dans ton CRM avec du waterfall enrichment pour être sûr que tu y ait zéro excuse de pas avoir le numéro de mobile d'une personne. Ça va être du outreach, du sales loft ou du gong pour la partie prospection et encore ils se créent de nouveaux acteurs un peu tous les jours sur ces sujets-là parce qu'ils commencent pour certains à vieillir. Ça va être évidemment du chat GPT pour faire des mails hyper sharp. Moi j'ai un GPT, tu vois ce que c'est un petit GPT dans mon OpenAI où je l'ai entraîné à écrire des mails avec mon tone of voice et avec jamais plus de 200 caractères. Donc même si j'ai quelque chose de très complexe à expliquer, je lui dis voilà toutes mes idées, à toi de te débrouiller pour que ça soit hyper court. Encore une fois, je sais pas si on me voit à la caméra, mais il faut que ça soit toujours plus petit qu'un iPhone. Les gens lisent leurs mails sur leur téléphone. Et si tu veux une réponse, si le mec doit commencer à scroller, pas de scrollage. T'es mort. De scrolling d'ailleurs en l'occurrence. Est-ce qu'il y en a un autre ? J'ai remarqué un truc, c'est que tu disais beaucoup d'outils américains en fait pour une boîte de French Tech, Licorne. Etc. Vous n'êtes pas forcément, tu vois, l'Emlist. On utilise l'Emlist. Si, on utilise l'Emlist côté grosse. Okay. Ça, c'est canon pour belle équipe de vente aussi. Ouais, Charles, Oriane, ce qu'a fait Guillaume est fantastique. Je dis bien que tu connaissais. Ils sont top et ils innovent bien. Je sais pas si j'ai oublié des outils. Tu penses à quelqu'un en particulier? C'est bon, je t'ai tout cité. En plus, j'ai hâte de te poser ma question d'après et d'avoir une réponse tout aussi efficace. J'avais vraiment hâte de te la poser celle-là. Quelles sont les questions les plus utiles à poser en entretien selon toi? Ouais,
Je pense que c'est difficile de détecter des talents qui sont si jeunes, qui ont peu de background. Tu vois, quand on embauche un BDR, il a pas fait souvent 15 ans chez Salesforce pour venir chez toi. La question que j'adore poser, et je pense que c'est là où le biais de culture est le plus faible, parce que tu peux vite te faire empapaouter par différentes façons de s'exprimer, notamment toi par les Anglais qui sont bien plus à l'aise que toi en entretien. Ma question clé en entretien, c'est simple, je pose au BDR un challenge, il doit m'expliquer en 15 minutes le business model, soit de Delta Airlines, soit d'Amazon, soit de Nike. Okay, et pendant 15 minutes, il faut qu'il tienne la conversation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut juste qu'il me montre, ou qu'elle me montre, d'être capable de penser à toutes les différentes business units, qu'est-ce qui rentre dans le cost of goods sold, AWS, exactement, et de se dire bah tiens, chez Nike, tu as de la vente en direct, tu as de la vente via du wholesale, et quel est l'impact après sur la planification. Et encore une fois, il faut pas me donner une bonne réponse, que ça peut prendre 2 jours, mais il faut me montrer que tu es curieux, que tu te challenges et que tu t'arrêtes pas au bout de 2 minutes et tu dis ah, j'ai plus rien à raconter. Et on le voit tout de suite, hein, ceux qui care qui sont intéressés par le business au sens large, ils y arrivent plutôt bien. Ça m'étonne pas, mais c'est marrant parce que Delta Airlines, pour le coup, j'imagine que c'est très propre à tes recrutements Amérique du Nord. Parce que si je leur dis Air France, ils savent pas forcément ce que c'est. Évidemment. Mais après, moi, les entreprises, elles sont libres de choix, mais il faut que ça soit une entreprise qu'on connaisse tous les deux. S'ils me sortent un truc paumé dans leur comté aux US, moi, je n'arriverai pas à les challenger, et donc la question, elle sera pas intelligente. Et j'ai une dernière question pour cette émission. C'est une nouvelle question que je pense que je vais essayer de poser un peu plus souvent. Est-ce que tu as une question que tu aimerais me suggérer pour mon prochain invité podcast sur la vente? Pendant que tu y réfléchis, parce que j'avais pas transmis cette question à l'avance, c'était un petit remplacement de dernière minute. Pour ton info, je reçois quelqu'un de chez Rexel, c'est l'un des plus grands, tu connais. Alors moi j'ai une question, et toi je pense que Rexel c'est une boîte extraordinaire qui doit en permanence se transformer, et qui est une boîte historique. Je serais très curieux de découvrir comment est-ce que je ne sais pas s'ils ont des BDR, ou en tout cas leurs commerciaux arrivent à partager des bonnes pratiques avec le reste de leurs collègues, surtout ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le même floor tous les jours. Parce que nous, on le voit, quand il y a une bonne idée qui naît quelque part chez Pigment, quand elle est partagée sur un Slack channel où le manager la détecte et nous le partage à travers une petite newsletter, ça peut vraiment faire changer la performance de l'équipe le mois d'après. Et le faire à une échelle taille Rexel avec des commerciaux qui sont sûrement différents des nôtres côté SaaS. Je serais hyper curieux de savoir comment ça fonctionne. Et surtout qu'ils ont un maillage local extrêmement fort avec beaucoup d'agences, donc évidemment c'est pas centré dans des pôles qui renforcent l'émulation comme on l'avait évoqué pour toi. Et c'est marrant parce que je trouve que ça rejoint, on boucle un peu la boucle de ce que tu disais sur Starbucks, l'utilisation de Facebook et de Workplace et le partage d'une bonne recette finalement. Exactement. Donc je poserai cette question à Samuel avec grand plaisir. Merci beaucoup Alexis pour toutes tes réponses, pour l'énergie que tu donnes et pour les idées un petit peu novatrices. Il y a beaucoup d'anglicismes qu'on a traduits au fur et à mesure du podcast sur le fait de construire et de nourrir son pipe. On te voit bientôt puisque je te vois à la conférence Up2 dans quelques semaines à peine. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt, chers auditeurs. Je vous laisse mettre un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast avec une petite critique si vous le voulez bien. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.